Alors, j'ai tenu à faire ce direct aujourd'hui pour parler de moi, de ma personne. Comme j'ai mis tous ces jours-ci, je vous ai dit que je venais du Cameroun avec un nouveau concept. Mon handicap, mon combat. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire chaque personne qui a un handicap, comme moi, ou d'autres handicaps, peuvent me contacter et nous allons souvent débattre. Et je pense qu'on va souvent choisir tous les vendredis à ces heures-là. D'accord? Donc, j'en ai parlé avec mon équipe, ils ont été d'accord. Ils m'ont dit, comme tu viens, tu reviens du Cameroun, il faut que tu changes un peu ta façon de te tenir et de faire sur les réseaux. Tu peux avoir tes moments de blague, de rigolade, comme là tout à l'heure, j'ai rigolé là. On peut avoir de temps en temps des moments de rigolade, mais que ça ne devienne plus comme c'était avant. Les problèmes des gens, je n'achète plus les problèmes des gens, c'est fini. Si je veux parler d'un problème qui me concerne, je peux venir parler, mais je n'achète plus les problèmes des gens. C'est fini ça. C'est terminé. Parce que j'en ai bavé. J'ai acheté des problèmes des gens qui se sont retournés contre moi aujourd'hui. Comme je vous disais toujours, la relation humaine, elle a toujours été comme ça. Mais je ne regrette pas. Voilà. Je ne regrette pas parce que on ne m'avait jamais forcé la main. Je suis venue de moi-même. Je l'ai fait parce que je voulais. Comme certaines personnes qui viennent me soutenir, me soutiennent sans que je ne leur tende la main, sans que je ne les oblige. Ils le font parce qu'ils aiment bien ma tête, parce qu'ils m'aiment bien. Alors moi aussi, les personnes pour lesquelles je me suis battue, c'est parce que j'aimais bien leur tête. Donc à partir de maintenant, moi, je n'achète plus les problèmes des gens. Je peux voir un sujet sur la toile qui me pique un peu, je peux donner mon mot, je peux donner ma pensée, je peux dire ce que je pense. Voilà, sans toutefois venir prendre les coups de quelqu'un comme je faisais avant. Voilà. Donc, je vais dire comme ça, merci encore à toutes ces personnes qui m'ont toujours soutenu. Comme je dis toujours, je ne peux jamais, je ne peux pas m'en passer de vous dire merci. Parce que pour moi, le merci, c'est comme de l'argent, comme de l'amour que je vous donne. Donc pour moi, c'est le merci. Et je vais dire merci aussi à une personne. Je ne veux pas donner son nom parce que ça polémique toujours après. Il va se reconnaître. Je vais te Tom. Le pasteur, merci pour tes prières. Je ne veux pas mentir. Tes prières sont profondes et vraiment, ça agit. Si je dis que ça n'agit pas, je suis une menteuse. Merci. Merci beaucoup. Merci du fond du cœur. Comme on dit souvent, tu peux prier, mais il faut aussi avoir un peu de foi. Il faut avoir la foi. Si on prie pour toi et que toi-même, tu ne pries pas aussi, ça ne peut pas marcher. La dernière fois, j'ai fait un direct. La dernière fois que j'ai fait le direct, vous avez vu, j'avais très mal. Je faisais toujours ça. J'avais très mal. Mais si je vous dis, vous allez dire que peut-être je fais la propagande. Je n'ai pas donné le nom de la personne, mais vous le connaissez. Il a fait une prière. 15 minutes après, je me sentais bien. Ce n'est pas la propagande. Hein. Si je te faisais la propagande, j'allais parler, j'allais prononcer son nom. Voilà. Ce n'est pas la propagande. C'est pour ça que je n'ai pas prononcé son nom. Mais je lui dis merci. Merci pour ses prières. Merci pour sa prière. Même si ce n'est pas très fréquent, mais les jours qu'on fait les prières, ça se passe toujours bien. Merci beaucoup. Je ne veux pas être ingrate. Merci. Donc, je suis en direct, je te rappelle. Je finis, oui, tout à l'heure. Donc, alors, pourquoi j'ai choisi ce concept de... Vous voyez que j'ai un problème, j'oublie souvent, parfois, je ne fais pas exprès, parfois j'oublie les paroles, j'oublie parfois des choses. Je peux parler de quelque chose là maintenant, puis après j'oublie.
Je pense que beaucoup de personnes d'entre vous, vous avez déjà remarqué ça. Il faut que je réfléchisse pour me rappeler de ce que je voulais dire. Je ne le fais pas exprès. Ce qui fait que mes proches ont déjà compris. Ils me gèrent comme ça. D'accord? Donc, vous allez me demander pourquoi est-ce que j'ai choisi ce concept de mon handicap, mon combat. J'ai choisi ce concept parce que je pense que je suis bien placée pour aider ceux qui ont les mêmes problèmes que moi à pouvoir s'exprimer et à se dégager de leur, de leur poids. Parce que c'est un poids que tu as en toi. C'est un poids que tu portes en toi. Il faut le partager. Donc, j'ai choisi ce concept que moi-même, je vis avec au quotidien. Parce que j'en ai souffert énormément. Même maintenant, j'en souffre encore. Mais à force de parler et à force d'avoir été humilié, ça m'a donné la force. Ça m'a donné l'envie de partager avec vous. Et je voudrais que des personnes qui ont aussi des handicaps puissent venir avec moi, qu'on en parle et c'est-à-dire qu'on fasse comme une thérapie, que ce soit comme une thérapie pour nous, que nous puissions nous libérer, parler et dire que je vais appeler ça, c'est pas une malédiction. Chacun a un handicap dans la vie. Alors moi, j'ai envie de partager pour moi, avec vous, avec ceux qui veulent bien partager. Donc, je vais vous parler déjà d'abord, comme c'est le premier live où on va souvent parler de ça, je vais vous parler déjà d'abord de moi, pourquoi et comment ça a commencé. Je ne vais pas entrer trop dans les profondeurs parce que ça risque d'être long. Je vous ai souvent dit, ma vie est un livre. Je peux écrire un livre avec ma vie. D'accord? Je peux écrire vraiment un livre avec ma vie. Alors, j'ai réfléchi avec mon équipe. On a dit que oui, c'est un très bon concept. Si ça peut te faire quitter de certains trucs sur la toile où tu te mélanges un peu trop, ça peut te faire un peu quitter. Vraiment, nous sommes partants que tu puisses venir avec un nouveau concept et qui m'arrange aussi. Ça me fait plaisir. Je ne vais pas vous mentir. Et s'il vous plaît, ne vous dites pas que je fais exprès. Je ne fais pas exprès. C'est pas facile, hein. C'est pas facile, même quand je parle souvent de ça, parfois je suis mal. Mais il faut que je sois déjà un exemple pour les autres qui ont le même problème que moi ou qui ont d'autres problèmes. Parce qu'un handicap n'est pas toujours ce que moi j'ai. Plusieurs personnes ont les handicaps, ont leur handicap. Et la semaine prochaine, même, j'aurai une invitée spéciale qui va venir nous parler de son handicap aussi. Donc, ça sera comme ça tous les vendredis ou alors toutes les semaines que nous aurons un peu de temps. D'accord? Alors, je vais commencer par moi-même. Je me présente. Je suis Maléba Perpétue, influenceuse humanitaire camerounaise qui est sur les réseaux sociaux, ça fait très longtemps. La façon dont je suis entrée sur les réseaux sociaux, je suis entrée brutalement et j'aimerais bien sortir dans la douceur. Ça me ferait très plaisir. Et mon nouveau moi me plaît énormément. Alors, je suis une jeune dame camerounaise. Comment elle peut dire jeune? Je ne suis pas jeune. C'est pour rigoler. Il faut que je me détende parce que je commence à être un peu tendue. Vous voyez un peu, non? Je commence à être un peu tendue. Alors, je suis une jeune dame qui a un handicap, qui a un problème de lecture et écriture. Donc, je suis... d'autres appellent ça... Ils ont un mot qu'on dit éclectique, c'est éclectique, quelque chose comme ça. Donc, j'ai un problème dont je souffre depuis que je suis toute petite. J'ai fait les études, je me suis arrêtée en classe de... quoi? Chez nous au Cameroun, on appelait ça cours moyen 1, cours élémentaire 1. Voilà.
J'étais une petite très intelligente, hein. Très très intelligente, intelligente, euh, très droite. C'est-à-dire, quand je veux quelque chose, je dois l'avoir. Et je suivais bien mes études, j'étais très intelligente. Et un jour, je me suis fait, comment on appelle ça? J'ai été, euh, j'ai subi beaucoup de violence. Voilà, j'ai subi beaucoup de violence quand j'étais jeune. J'ai été très, très, très violentée, où on me tapait beaucoup par rapport à ma... Je sais pas s'ils appelaient ça têtutesse, mais moi je sais que c'était pas la têtutesse. C'est-à-dire quand on me faisait des répétitions, j'allais à l'école, j'étais un enfant comme tout le monde, j'allais à l'école, quand je rentre de l'école, je lave les assiettes. Après les assiettes, il y a les cours du soir comme on appelle au pays. Donc le répétiteur, c'était mes oncles, un de mes oncles qui était sévère. Et, lui, il croyait faire bien. Pour lui, il ne savait pas qu'il faisait mal. Lui, il croyait faire bien. C'était genre, tu rentres de l'école, il faut faire la vaisselle, tu te laves. 18 h, c'est les cours. On nous donnait des cours, j'étais avec mon frère. 18 h, il y a des cours. Et du coup, pendant ces cours-là, c'était une violence très très forte. Donc c'était quand on nous faisait des répétitions, j'étais avec mon cousin direct. Quand on nous faisait des répétitions, c'était euh, quand l'oncle venait, il avait toujours son paquet de cigarettes, son fouet, et c'était autant de coups, autant de fautes. C'est-à-dire, s'il a une ardoise comme là, il va me demander de lire l'alphabet. Si je lis, je commence A, je rate, ou je me trompe d'une lettre, j'ai droit à 10 coups, j'ai droit à 20 coups. Donc c'était, on commençait de 18 h, on pouvait me bastonner de 18 h à 5 h du matin. C'est-à-dire, si il y a, on pouvait dire peut-être au coup préparatoire, le livre qu'on avait l'habitude de lire, c'était, on avait la page 1 jusqu'à la page, je ne sais plus combien. Mais quand tu lisais, à l'école, on vous dit, la semaine-ci, on a toute cette page, la, la page 1 qu'on devait lire. Donc, tu devais bûcher ça. Et on devait te poser des questions par rapport à ce que tu as lu et tout. Et puis moi, maintenant, je lisais, c'est-à-dire quand on a la page, moi je me dis à la page même 5. Tellement j'étais intelligente. Ma mère peut le confirmer, hein, ou même mes grandes soeurs peuvent le confirmer. Je n'invente pas, je ne mens pas, je vous parle de moi. Je ne suis pas en train de parler de quelqu'un d'autre. Je n'ai pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. Je prends beaucoup de courage MDA pour parler de ça. Parce que quand je parle de ça, je ne suis pas souvent très bien. Voilà. Donc, quand il faut faire une dictée, on va dire papa tape maman. Si j'écris papa et je fais une erreur sur maman, j'ai droit à, on va dire, 20 coups. Bon, imaginez que sur une dictée, j'ai peut-être 20 phrases. Et sur les 20 phrases, j'ai des fautes. Donc, sur une phrase, déjà, tu as droit à 10 coups. Donc, du coup, je me retrouvais parfois que on va me donner 50 coups pour une soirée et que les 50 coups là vont arriver jusqu'à 5 h du matin parce que si on est à 10 coups et on rate un coup, on recommence à 0. Donc, ça veut dire quoi? Si on dit, tu fais exprès, pourquoi tu n'arrives pas à écrire ce que tu viens de lire? Pourquoi? Comment se fait-il que tu viens de lire une phrase, mais tu n'arrives pas à l'écrire? C'était les mots. Pourquoi tu viens de lire là, mais tu n'arrives pas à écrire ça? Tu fais exprès, allez, tends la main. Tu as droit à 20 coups. Tends bien la main, le bras bien tendu comme ça.
C'est-à-dire, tu dois mettre la tête comme ça, parce que si tu fais l'erreur, ça va te toucher l'œil. Avec les fils électriques là, soit le tuyau du gaz. Donc, on te tape. Il est déjà à 10 coups. Tu ne peux pas supporter qu'on te tape comme ça, là, 5 coups, ça en fait ça. Un moment, tu as mal, tu es obligé de faire ça. Alors, si ça rate, si on était déjà à 5 coups, on recommence à 0. Je pense qu'il y a des personnes qui ont grandi en Afrique qui savent ce que ça veut dire. Donc, on va te taper, tu tends la main comme ça. On va te taper, si tu as droit à 20 coups, on est à 10 coups. Si on rate un coup, les 10 coups qu'on t'a tapé sont annulés, on recommence à 0. Donc, vous vous imaginez que on va me taper comme ça jusqu'à 5 heures du matin. Si on a à trop taper les mains ne peuvent plus se lever, c'est les fesses. Donc, un moment, 5 heures, on va me laisser souffler un peu. Tu pars te laver, tu as mal au corps. Entre-temps, il est assis à côté, il a sa cigarette. Il passe son temps avec sa cigarette, ça le réveille, ça le rend éveillé. Il reste éveillé. Tu es en train d'être puni. Et après ça, tu vas aller te laver. Il faut que tu rentres à l'école. À l'école maintenant, j'arrive à l'école, je suis même toute fatiguée. Je ne comprends même pas ce qu'on dit. Un moment, j'ai commencé à... Quand je pensais seulement que 18 heures, il y a répétition, j'ai commencé à fuguer. Je vous parle là, j'avais quoi? 9 ans. 9 ans, 10 ans. J'ai commencé à fuguer. Je fuguais, j'allais me cacher chez une de mes tantes, une cousine à ma mère. Toujours là, dans Madagascar. Donc, je n'allais pas à l'école. J'avais des moments, j'avais des coupures. Parce que quand je rentre, ma mère va me prendre, m'envoyer encore chez mon oncle, parce que elle disait que je faisais exprès. En fait, moi, je dis qu'elles étaient naïves. Pour eux, c'était une éducation, peut-être qu'elles voulaient me donner, qu'ils ont voulu me donner, mais leur éducation m'a détruit. Donc, du coup, j'ai subi tellement de violence. J'ai été bastonnée. J'ai commencé à fuguer. Où je faisais des jours dehors. Parfois, je reste chez ma tante toute la journée. Le soir, quand elle me dit de rentrer, je pars dormir derrière une maison, n'importe où là. Le matin, je reviens comme si de rien n'était. Elle aussi, père à son âme, n'avait pas l'intelligence de partir voir ma mère pour dire, mais ta fille vient ici tout le temps, elle ne part pas à l'école. Elle me voyait avec des traces, des fouets. Je disais seulement que, ah, on m'a tapé, on m'a tapé. Elle aussi devait quand même dire que, bon, cet enfant, c'est bizarre, je vais aller voir sa mère. Pourquoi l'enfant vient toujours ici le matin, elle rentre le soir, tout ça. Un moment, elle me laissait déjà dormir même là-bas. Jusqu'à un jour où j'étais assise chez ma tante, j'étais en train de laver le sol et puis j'ai entendu dans la radio comment est-ce que ma mère me cherchait. Donc elle avait fait un SOS, elle parlait à la radio, qu'elle me cherchait, elle ne savait pas où j'étais et tout. J'ai entendu. Et un jour, il y a eu un problème chez ma tante où je pense que je m'étais bagarrée. Ma tante m'a tapé en plein carrefour. Les voisins ont vu, ils sont partis appeler ma mère. Mais tu cherches ta fille depuis. Voilà ta fille qu'on est en train de bastonner là-bas, qui s'est battue et sa tante est en train de la taper. C'est comme ça que ce jour-là, je suis rentrée. On m'a rasé la tête. On m'a rasé la tête. Je suis restée quelques jours. Et là, à l'heure là, vous connaissez nos parents en Afrique. C'était, oh, elle ne fait pas exprès. C'est si, c'est que, la sorcellerie, c'est... Eux, ils ne voyaient pas que je subissais
vraiment des fortes violences. Donc jusqu'au jour où, un jour, ma mère rentre du travail, mes sœurs et mon petit frère, on était assis au salon. Elle dit, donne-moi un peu ton ardoise. J'avais mis une photo même, hein, où j'étais en train de lire. Même, il faut que je demande à Gabi de regarder un peu ça là-bas. J'avais une photo où nous étions assis tous là au salon, on nous a pris en photo. Elle me dit de lire l'alphabet. Et moi, je lis l'alphabet jusqu'à Z, de A jusqu'à Z. Après, elle dit, mais pourquoi quand tu... C'est là qu'elle devait déjà savoir qu'il y a un problème. Elle me dit, mais pourquoi quand tu étudies avec ton oncle, tu fais souvent exprès ou quoi? Pourquoi maintenant, là, tu es en train de bien lire? Tu fais la sorcellerie? Elle commence à me blâmer. Pas méchant, elle me blâmait quand même que comment je fais exprès. Pourquoi est-ce que, avec maintenant, là, tu es en train de lire? Pour se rassurer que je suis en train de lire vraiment l'alphabet, parce que pour savoir que l'enfant n'est pas en train de réciter, il faut maintenant renverser les lettres en me demandant, montre-moi le B, montre-moi le D, montre-moi le A. Donc, pour savoir si vraiment je mémorise ce que je suis en train de lire. Et j'ai réussi à tous ces tests. Elle dit non, ce n'est pas normal. Pourquoi dès que mon oncle entre, bang, pour montrer que voilà ce que ta nièce est en train de faire, elle lit bien. Je vous jure sur tout ce que j'ai de plus cher. Le A que je venais de lire, je ne vois plus, je ne connais plus le A. Je n'arrive plus à lire. Je n'arrive plus à lire l'alphabet que je venais de lire avec ma mère. Je n'arrive plus à lire ça. Ou c'est parce que je savais que si je ne lis pas bien, je vais te bastonner. Je ne sais pas, mais je n'arrivais plus du tout à lire. J'ai commencé à gérer, rester à la maison. Je ne partais plus à l'école. J'étais là à la maison. Les autres allaient à l'école, ma mère allait au travail. Ils venaient trouver souvent que j'ai fait à manger, que j'ai préparé. Et parfois, le premier repas que j'avais fait même, c'était la sauce d'arachide. Et ma mère a demandé qui a préparé. Je lui ai dit, c'était moi. Elle a dit, tu refuses d'aller à l'école parce que tu veux rester à la maison. Donc, elle m'a blâmé. Et je suis restée à la maison, je ne partais plus à l'école. Au point où ma mère était déçue. Tout le temps, elle me lançait tout le temps les pics. Oh, tu es là, tu vas être zéro, tu ne seras à rien, tu ne vas rien faire dans ta vie, tu ne veux pas aller à l'école. C'est-à-dire, même quand elle payait l'école, moi, quand il fallait aller à l'école, je sortais à la maison comme tout le monde, mais je n'allais pas à l'école. Je pouvais marcher, je partais à Mokolo, partout, je marchais. Quand je vois que l'heure de l'école est déjà, je rentre à la maison. Mais je n'allais plus à l'école. À un moment, j'ai fugué même, je suis partie même à Edea. Je marchais partout. Tout ça parce que je voulais éviter le fouet. Donc, je fuyais. J'ai commencé à m'évader. Jusqu'à ce que j'ai grandi. C'est devenu une moquerie. C'est-à-dire, quand on voulait m'insulter, c'était avec ça. Même aujourd'hui, vous voyez que même aujourd'hui, quand on veut m'insulter, on m'insulte avec ça. Donc, c'était, dès que je veux parler, tu peux écrire le bonjour que tu parles là. C'était une injure, des moqueries. J'ai commencé à vivre avec ça. Ça me choquait. Mais jusqu'à maintenant, ça me choquait. Où j'ai travaillé ça, c'est quand j'arrive en France. Quand j'arrive en France, parce que je suis arrivée en France quand même étant très jeune, hein, je suis arrivée jeune. Et même mes tantes se moquaient. Quand ma mère a dit qu'il faut que j'aille en France, mes tantes ont dit que mais ta fille ne sait pas lire ni écrire. Tu l'envoies en France, qu'est-ce qu'elle va aller faire en France? C'est ce qu'on lui avait posé comme question. Elle ne sait pas lire ni écrire, mais elle va aller en France, qu'est-ce qu'elle va faire en France? Ma mère a dit que de tous ses enfants, je sais que celle-ci un jour pourra me faire boire l'eau glacée. Je mise sur elle. C'est comme ça que je suis arrivée en France. Et mon petit frère même déjà, même étant à la maison,
Lui-même, il avait compris que je ne voulais pas. Donc, tu as dit, je suis bien d'accord hein, que je veux que tu m'aides. Mais dès que tu commences à vouloir déjà, je te fuis. Je ne veux plus entendre parler. Je te fuis.